Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on reçoit Mathieu Lacombe. Bonjour Mathieu. Salut Denis. Donc, c'est ça, on reçoit Mathieu Lacombe pour une troisième fois aux Engagés publics. Merci Mathieu. Je commence à être un habitué, là. Non seulement tu es un habitué, mais c'est un scoop pour tout le monde. Mathieu, on va être ensemble au Festival de la radio numérique de Aylmer. Ça se déroule du 25 au 27 avril 2024. Puis nous, on va être ensemble pour une entrevue devant public le 26. Oui, super nouvelle. Je suis content. En plus, l'Outaouais, c'est ma région. Je la représente non seulement comme ministre, mais je suis élu en Outaouais, donc puis j'ai vécu là-bas longtemps. Donc, dans ce coin-là, entre autres, là, à Aylmer, j'ai habité là. Fait que bien content. Aylmer, là, on est à Charlebourg, c'est toi qui viens nous voir. Oui. Merci de venir dans notre chez vous. Chez nous, dans mon petit studio maison. C'est ça le balado maintenant, là. Hein? C'est flexible. Les studios, c'est en train de changer. On aura l'occasion d'en parler. On en parlera surtout, le rendu le 26 avril. On se concentrera là-dessus. Mais là, c'est toi qui vas me recevoir à ce moment-là dans ta région. C'est chez ça. vous. Je te vois plus souvent que mes co-animateurs. Fait que bientôt, le monde va dire, écoute, c'est-tu un balado animé avec Mathieu Lacombe? Non, j'ai pas cette prétention-là. T'es bien meilleur que moi. Je te laisse ça. Écoute, avec ton métier. On le sait, gars, un petit rappel pour les auditeurs. Mathieu, oui, ministre de la Culture et des Communications, mais t'as aussi été lecteur de nouvelles ou chef de pépitre. Qu'est-ce qu'on dit pour TVA? Chef d'antenne, c'est le titre habituellement là, consacré pour... TVA Gatineau. Oui, exactement. TVA Gatineau, Ottawa. Parce que là-bas, on en parle moins souvent, hein, mais Gatineau, Ottawa, c'est quand même le troisième plus gros marché de télé au Québec, après Montréal, évidemment, et Québec. Gatineau, Ottawa, c'est le troisième parce que c'est ça, il y a la portion aussi de toute la capitale canadienne où il y a beaucoup de franco-ontariens, de francophones qui habitent. Donc, ça fait un marché de télé qui est assez intéressant, qui est complexe, là, mais qui est intéressant. Donc, aujourd'hui, écoute, on va continuer. Hein? On se parle souvent, on va poursuivre. Il y a bien des sujets, en tout cas, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de sujets parce que ça a brassé dans le milieu culturel et médiatique depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est un des sujets chauds actuellement au Québec. Je pense que toutes les collectivités ont des défis, mais nous autres ici, c'est particulièrement sensible et sérieux dû à la minorité francophone. Puis, tu sais, dans ce cadre-là, tu avais commandé un rapport qui était que j'ai ici, le rapport du comité conseil sur la découvrabilité des contenus culturels. Au début, quand ça nous a été présenté, cette initiative-là, ça nous a été présenté comme on va y avoir un comité pour sauver le français. Oui, mais j'avais pas trop compris le titre d'ailleurs. C'est le titre d'un article auquel tu fais référence. Puis oui, ça m'avait fait sourciller parce que c'est pas exactement ça, mais c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Là, c'est sûr que quand on lit après ça que c'est un rapport sur la découvrabilité, on sait que c'est un mot assez populaire au point de vue culturel. En fait, ça devrait être populaire à bien des niveaux. Je pense que même ça va jusqu'au point de vue e-commerce, ça peut avoir des gros impacts. Ça en dit long sur l'importance des données, l'importance des informations qu'on retrouve en ligne. Hein. C'est si on veut être présent, pour faire un petit résumé là, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de découvrabilité, c'est de s'assurer que les contenus, là aujourd'hui on parle des contenus culturels, mais des contenus culturels québécois, mais que les contenus soient facilement découvrables en ligne. Si à chaque fois qu'on accède à un service en ligne, on ne voit que des contenus étrangers, c'est notre langue, c'est notre culture qui s'efface à travers ça. Exact. Et si on devient à un moment donné dans une chambre d'écho, en quelque sorte, parce que l'algorithme nous propose seulement ce qu'on a déjà consommé étant ce qui nous a été offert au départ. Et voilà. Là, vous comprenez que la roue va très vite puis que très rapidement, les produits culturels québécois sont écartés. Donc, le rapport, ça servait notamment à être capable de nous donner des pistes de solutions puis d'action. Écoute, on va y aller directement avec ça. Alors, on va en parler. Puis, tu sais, c'est un rapport, il y avait 32 grandes recommandations. J'aimerais qu'on en couvre quelques-unes parce que il y en a quelques-unes qui ont attiré mon attention. Mais cet aspect-là est un de ceux
un des aspects qui m'a le plus intrigué, à savoir... Puis tu sais, j'ai eu l'occasion de voir d'autres entrevues où on te posait la question, puis tu nous parlais de l'aspect de légiférer. Oui. C'est quoi notre pouvoir? Puis je vais t'avouer que je n'étais pas satisfait toujours des réponses. Je trouvais ça un peu vague, puis je me demandais, est-ce que ça l'a avancé? C'est quoi nos réelles possibilités, nos réels leviers pour légiférer en la matière pour que, justement, parce qu'on ne peut pas s'en remettre que à la magie des algorithmes, il va falloir que les algorithmes, que les fournisseurs de services, souvent étrangers, mettent de l'avant d'une certaine façon, boostent un peu la présentation, la mise de l'avant des contenus québécois. Un peu comme on l'a vu là, avec Amazon, entre autres, là, votre collègue qui nous a présenté ça dernièrement. Avec les produits québécois. Avec les produits québécois sur Amazon. Qu'est-ce qu'on a comme levier en termes de loi pour pouvoir... Qu'est-ce qu'on peut faire au point de vue des lois pour pouvoir pousser les organisations à mettre nos contenus de l'avant? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une question qui est plus large que qu'est-ce qu'on peut faire au niveau législatif. Moi, c'est de ça que je parle. Le niveau législatif, c'est ça, c'est une des clés qu'on a dans le trousseau. La réponse, c'est oui, on peut légiférer. C'était pas si clair que ça. Moi, je pensais que oui dès le départ, mais moi, je suis ministre de la Culture depuis 5 minutes à ce moment-là. Donc, c'est sûr que j'avais pas nécessairement tout le poids puis la crédibilité pour dire, ben, j'arrive avec cette idée-là, puis suivez-moi, c'est important, puis on doit faire ça pour la culture. Et donc, quand on est ministre, il faut s'entourer. Donc, je me suis entouré d'experts dont la réputation n'est plus à défendre. Là, vous les connaissez, Louise Baudouin, qui a été ministre de la Culture, notamment, mais qui a aussi été déléguée générale du Québec, notamment à Paris, qui a été ministre des Relations internationales, Clément Duhem, qui a été numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est un partenaire important sur la scène internationale. Véronique Guevremont, qui est titulaire de la chaire UNESCO à l'Université Laval. Elle, les enjeux de découvrabilité, de souveraineté culturelle, elle est là-dedans à temps plein. Là. Elle sait tout ce qui se passe partout dans le monde. Puis, sur la question législative, elle a été d'une grande aide parce que justement, elle voit tout ce qui se fait ailleurs, notamment dans l'Union européenne, où là-bas, on ne parle pas toujours de très grands pays, mais ils ont des lois par l'Union européenne, notamment pour être capable d'encadrer les plateformes. Puis toujours du point de vue, je dirais, législatif, c'est important pour nous de s'entourer aussi de gens qui connaissent bien les enjeux constitutionnels, parce qu'on est évidemment dans le cadre canadien, là, on fait partie du Canada, donc on n'a pas les mêmes moyens que la France, par exemple, qui est un pays. Donc Patrick Taillon, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Donc, 4 experts qui sont venus travailler avec nous puis qui nous ont dit voici 32 recommandations pour être capable de faire en sorte que nos contenus soient davantage découvrables sur les grandes plateformes, qu'on soit capable de mieux les découvrir, notamment en passant une loi. Et c'est venu donner de la crédibilité donc à ce projet-là que j'avais. Donc, je savais où je voulais aller, mais j'avais besoin que des gens viennent nous dire voici le chemin pour se rendre à la destination. Donc, la réponse courte, c'est oui, puis la réponse plus longue, c'est ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire, il y a des moyens, mais fallait les déterminer. En fait, c'est ça, c'est quand on lit le rapport, quand on parcourt le rapport, tout le premier bloc semble justement remettre la table sur cette historique-là qui nous a amené à aller chercher des leviers au Québec pour pouvoir prendre des décisions au point de vue culturel au Québec. Mais... Tu sais, puis c'est drôle parce que je te dirais, j'ai quasiment la même question au point de vue justement du tout le volet 2, toutes les actions qui sont axées sur le volet international. Oui. Tu te prépares à aller en France là, pour faire une représentation à l'UNESCO. Puis là, tu vas rire parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu vas dire, coudonc, Denis, t'as une marotte, je vais être toujours avec ça. J'arrivais ou je partais en France la dernière fois, je me rappelle pas. Non, mais là, je pense que tu pars bientôt, là. Oui, là, je pars bientôt, ouais. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, parce que je suis déjà allé à l'UNESCO l'an dernier, je sais pas si je partais là-bas ou si je revenais, mais ça a été utile. Ça a été utile. Je pourrais vous dire ce que ça a donné. C'est des gains concrets quand même. Ben c'est ça, c'est que les gains concrets, on va les chercher comment? Autant au point de vue de notre capacité à légiférer, mais aussi quand on veut chercher à avoir une représentation, par exemple, à l'UNESCO, qui est un organisme qui est réservé aux États indépendants. C'est pour ça que je te dis, tu vas voir venir avec cet aspect-là. C'est sûr. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme levier, comme province? C'est ça, moi, ma question. On va-tu pouvoir arriver devant Netflix puis dire... Voici ce qu'on aime, la façon dont on aimerait que les algorithmes nous aident. Ben, je pense qu'il n'y a pas une recette, mais il y en a plusieurs. Puis là, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de dire. Mais effectivement, sur la scène internationale, je pense que le travail qu'on doit faire, c'est un travail de
création de consensus. Tu sais, rappelez-vous 2005. 2005, c'est l'adoption de la Convention sur la diversité des expressions culturelles et ça a été mené par le Québec, notamment par Louise Baudouin. Puis le Québec Convention a été le premier... de 2005 sur la diversité culturelle. Exact. Et le Québec a été le premier Parlement à ratifier la Convention qui est venue faire quoi essentiellement? Mais est venue donner la légitimité à des États de dire la culture, elle ne doit pas être traitée comme des caisses de pièces d'auto. C'est pas une marchandise comme les autres. Puis dans le cadre des accords de commerce, on doit avoir la chance de l'exception culturelle. Exactement. C'est pas parfait, là. Il y a encore des accords de commerce qui se négocient, puis où il faut vraiment inciter très fort pour que la culture ait une exception. Mais on est venu quand même créer un consensus. Il faut l'établir, ce consensus-là. Il faut faire exister le problème, puis il faut ensuite avoir la force du nombre pour être capable de dire, pour nous, c'est un enjeu, puis il faut protéger la culture. Puis c'est pas un combat qui est seulement québécois, qui est pas seulement francophone non plus largement, mais c'est un combat pour toutes les cultures nationales. Puis je dirais que là, maintenant, dans un univers numérique, il reste beaucoup de travail. 2005, là, ça fait longtemps. Ça fait presque 20 ans. Donc là, il faut remettre ça à jour. Il y a du travail qui se fait dans comment on l'applique, la Convention, dans l'univers numérique, puis comment on inscrit la question linguistique. C'est très théorique, on dirait ce que je vous dis, mais il faut faire ce travail-là avec les autres États francophones. La dernière fois que je suis allé à l'UNESCO, on s'est allié avec les autres États francophones qu'on a convaincus, puis on s'est assuré, on a amené un amendement qui a été adopté à l'UNESCO directement, où d'ailleurs, j'ai eu le privilège, tu parlais du fait qu'on n'est évidemment pas un pays, on est un État à l'intérieur du Canada, mais on a cette opportunité de siéger aussi conjointement avec le Canada à l'UNESCO. Le Canada nous a fait la place qui nous revient. Et puis, vous voyez, quand je suis allé là, j'ai été traité comme un chef d'État. J'ai eu la tribune sur la scène comme tous les chefs d'État. On a fait avancer ce point-là, on a fait adopter l'amendement. On a donc influencé le travail du comité international qui se penche sur la mise à jour de la Convention dans l'univers numérique, puis on a amené la question linguistique qui n'était pas là avant. Donc ça avance. Là, j'y retourne parce que c'est un travail de longue haleine. C'est très compliqué, c'est très technique, mais si je résume, il faut s'allier avec tous les autres pays francophones, avec tous les autres pays qui ont une culture nationale, qu'elle soit autre que francophone aussi, puis se dire, on ne peut pas accepter que les plateformes là, parce que le défi est pas viennent effacer. Non, on ne peut pas accepter que les plateformes viennent effacer nos cultures, et donc pour ça, il faut être capable de se tenir ensemble, puis de dire un instant, quand vous débarquez chez nous, on a le droit de vous encadrer, puis on a ce devoir-là pour protéger nos cultures nationales, qu'elles soient francophones, qu'elles soient coréennes, sud-coréennes, par exemple. Les Sud-Coréens ont des gros enjeux. En ce moment, ils tirent bien leur épingle du jeu, mais ils ont des gros enjeux. Donc, c'est un peu ça, le plan de match sur la scène internationale. Mais je pense que ce qu'on espère au Québec, c'est d'être membre à part à l'UNESCO. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on peut aspirer réellement? Ouais. Ça a donné lieu à... c'est une question théorique, c'est sûr. Là. Puis tu sais, il y a la théorie, il y a la pratique. Puis il y a eu un article là, dans Le Devoir que j'ai encore un peu au travers de la gorge parce que le journaliste me dit, est-ce que le Québec devrait avoir son siège à l'UNESCO? Puis là, je lui dis au journaliste, je sais que si je réponds à cette question-là, ça va être le titre de ton article. Je vois le piège. Là, moi, je suis en train de vous dire ce qu'on est en train de faire comme État. Je veux pas que ça dérive sur un sujet hypothétique. Et là, puis là, avec beaucoup de précautions, je lui ai expliqué, je dis, dans un scénario idéal, bien sûr, comment voulez-vous que moi, ministre nationaliste, je vous dise que, selon moi, le Québec ne devrait pas avoir son siège à l'UNESCO? C'est sûr. C'est sûr qu'on souhaite ça. Puis peut-être qu'un jour, les règles qui régissent l'UNESCO vont changer, puis vont permettre à des États qui ne sont pas des pays à part entière, mais qui sont des États qui sont des nations à l'intérieur. Je pense à la Catalogne, par exemple. Je pense au Québec. Il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples. Peut-être qu'un jour, on pourra avoir un siège. Il y a l'Écosse que c'est représentation. Donc, il n'y a rien d'immuable. Maintenant, on est loin de ça. Là. C'est des organisations très compliquées. Mais je pense qu'on ne peut pas, quand on est ministre du gouvernement du Québec, on ne peut pas dire qu'on n'aspire pas à ça. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on dit qu'il faut être un pays? Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais en fait, c'était pas ça que je cherchais à te faire dire. Je voulais pas savoir... En fait, ce que je voulais vraiment connaître l'état de la réalité par rapport à cet espoir-là. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable d'avoir être membre à part entière à l'UNESCO pour le Québec?
dans l'état actuel des règles. Oui, non, tout à fait. C'est une vraie question. Puis je trouve que c'est intéressant, mais la réponse simple, c'est je souhaite qu'un jour on puisse avoir un siège. Donc, je souhaite qu'un jour les règles qui régissent l'UNESCO nous permettent que le Québec devienne un pays ou pas dans 50 ans, par exemple. Ben, je souhaite qu'indépendamment de ça, les États-nations puissent un jour être représentés à l'UNESCO parce qu'ils sont souvent culturellement très différents des pays dans lesquels ils existent. Mais une fois que j'ai dit ça, vous comprenez que c'est pas moi qui va faire changer les règles de l'ONU puis de l'UNESCO. Là. On va suivre ça. On va suivre ton voyage. Mais retenez pas votre souffle. Retenez pas votre souffle. Mais on peut faire beaucoup d'avancées à l'intérieur de la délégation canadienne. Par contre, puis ça, je dois le dire, moi, je suis pas le plus grand partisan du gouvernement fédéral. Là. Je suis très critique dans beaucoup de dossiers, puis on le voit en ce moment, on a de la misère avec le fédéral. En fait, c'est une de mes prochaines questions. Mais à l'intérieur de la délégation canadienne, je dois dire, puis parlez-en à Michel Bonsaint qui vient de finir son mandat comme délégué du Québec à l'UNESCO, on a une belle marge de manœuvre puis on est capable de faire avancer nos dossiers. On va y revenir sur parce que d'ailleurs, ça fait l'objet carrément d'un segment du rapport, là, l'action avec le Canada. Oui. On pourra y revenir. Mais ça ne dérange pas. C'est ce que j'aurais dû faire dès le départ, mais c'est parce que tu m'as lancé sur cet aspect-là. Fait que j'en ai profité. Je suis tout de suite allé sur ces questions-là qui étaient principalement, probablement la question qui m'intéressait le plus, savoir si on avait la capacité à légiférer. Ça, moi, Oui, on l'a. On l'a, puis on l'a de plusieurs façons. Là. C'est bien détaillé. On a cette capacité-là. Puis je vous citais d'autres exemples en Europe. Allez voir, là. En Europe, là, il y en a des législatures là, qui ont encadré les grandes plateformes. C'est sûr qu'ils font partie de l'Union européenne, mais il y en a. Puis je vous dirais même que prenez l'Espagne, par exemple. Ben, l'Espagne encadre les grandes plateformes, mais à l'intérieur de ça, la Catalogne, par exemple, a elle aussi son quota dans le quota qui est national. Donc, il y a plusieurs modèles. C'est un bel exemple. Puis, bon, là, ce que je voulais faire, je voulais remettre la table, nous sortir quelques recommandations clés, puis qu'on restarte ça avec une vue d'ensemble. Mais là, puisque tu m'amènes là, je vais encore... Je scrape ton plan d'entrevue, c'est ça? Écoute, c'est tout le temps comme ça, puis c'est pas grave, c'est parfait, on s'adapte, puis c'est super le fun. C'est ça qui est le fun du format balado. On a du fun à cause de ça, on est là pour jaser. Puis on a une durée, là, puis on va rentrer dedans, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête pour l'instant. Mais cette collaboration-là avec le Canada, comment ça va? Ben, c'est un défi. Je vous cacherai pas que c'est un défi parce que il y a une différence culturelle qui est importante. Mais en même temps, moi, je fais ce job-là en sachant très bien qu'il va y en avoir des défis. Là. Puis si ce serait facile, il y aurait 50 personnes qui l'auraient réussi avant nous. Donc, c'est un travail de tous les instants parce que ben évidemment, le gouvernement canadien actuel est un gouvernement qui je pense, a tendance à voir le pays comme un État unitaire, alors qu'on devrait plutôt le voir comme un État multinational. Et le Québec est une de ces nations-là. Donc, c'est sûr que ça... C'est terrible ce que tu viens de dire. Je pense que c'est une évidence quand même. Là, c'était ça le Canada initialement. C'était supposé d'être ça. Là. C'est ça le Canada qu'on nous a vendu. Exact. C'est une belle façon de le dire. C'est ça le Canada qu'on nous a vendu. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut continuer de se battre. Oui, c'est ça, de se rappeler puis de se battre pour ça. Donc, moi, je suis un gars de solution, je suis un gars de compromis. Je pense qu'on a une bonne ministre du patrimoine canadien qui croit à ça, elle est québécoise, qui croit à la culture. Donc, c'est une bonne partenaire, Pascal. Maintenant, il faut trouver des zones de compromis pour être capable de faire avancer nos dossiers. Est-ce que les communications entre le cabinet de Pascal Saint-Onge, que d'ailleurs nous a promis, était supposé de passer, là, elle a annulé à la dernière minute, elle était passée par Québec la semaine passée, mais elle nous a pas annulé, elle nous a reporté. Donc, je salue l'équipe de Pascal en même temps, j'en profite. Mais est-ce que les communications entre l'équipe de Pascal Saint-Onge et ton cabinet sont proactives? Puis quand je dis ça, c'est du Canada vers le Québec. Parce que je lisais l'autre fois que dans le dossier de Google, par exemple, des redevances que Google l'entende qu'il y avait eu, que tu n'avais pas nécessairement été impliqué comme tu l'aurais aimé. Oui, je dis beaucoup de choses, hein, puis je vois que tu lis bien la revue de presse. C'est sûr que moi, comment je vous dirais bien ça? Parce que j'ai des bonnes relations quand même avec Pascal Saint-Onge, mais c'est sûr que je pense qu'on se parle jamais trop.
Je vais dire ça comme ça. On peut toujours se parler plus, on peut toujours échanger plus d'informations. En même temps, je comprends aussi sa posture. Elle négocie avec un géant comme Google. Et c'est une négociation qui est très délicate, là. Donc, je comprends qu'elle ne peut pas nécessairement faire rapport non seulement au ministre de la Culture et des Communications du Québec, mais on comprend qu'il y en a dans chacune des provinces canadiennes, là. Donc, c'est le rôle du Canada. C'est un peu la position dans laquelle se retrouve souvent le Canada, là. C'est-à-dire, bon, ben oui, vous nous demandez ça au Québec, mais il y a toutes les autres provinces. Donc, je comprends en même temps, là. Je ne veux pas lui lancer la pierre. Mais au point de vue culturel, il y a toute une différence. Ça, je suis d'accord. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, là. Il y a 2 peuples fondateurs, il y a 2 cultures essentiellement. Mais je peux le comprendre. Mais maintenant, est-ce qu'on peut se parler plus puis échanger encore plus? Je pense que oui. Je comprends que ça pourrait être amélioré. Ben, probablement qu'elle vous dirait ça, elle aussi. Mais on est tous les deux de bonne foi. T'as raison. Mais on est tous les deux de bonne foi, puis on se parle jamais trop, je pense. Parce que, tu sais, je vais t'avouer que c'est un petit peu mêlant. Moi, je suis ça, là. Imagine ceux qui suivent pas ça. Les fameux plans, on entend parler ici et là de plans pour sauver les médias, puis là, il y en a dessus au Québec. Moi, j'ai pas réussi à trouver une confirmation du... Tu sais, est-ce qu'il y a un plan très structuré pour sauver les médias? Là, après ça, si on regarde au fédéral, ben là, ça a l'air d'être cette espèce d'entente-là avec Google. Peux-tu nous refaire un peu, là, nous refaire le portrait? Là? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour en arriver à un plan pour sauver les médias? Ça me fait penser aux conservateurs, là, aux dernières élections. J'ai un plan. J'ai un plan. Mon plan. C'est le plan. Où est le plan? Si t'avais un plan, tu n'aurais même pas besoin de répondre. T'aurais juste à sortir un document et dire, veut voir le plan. J'ai un plan. On ne veut même pas savoir ce qu'il y a dedans. On salue M. O'Toole, qui avait l'air bien gentil, là, par ailleurs. Mais blague à part, je comprends ce que tu veux dire. On en est où? C'est vraiment parce qu'un plan, qu'est-ce que c'est un plan? Ben, c'est un ensemble de mesures. Puis, tu sais, après ça, est-ce qu'il est dans un cahier relié? Est-ce qu'il est dans un duotang avec le mot plan écrit dessus? Bon, non, mais non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est ça, mais je comprends que les gens peuvent se poser la question, tu sais, est-ce qu'il est disponible sur Internet en PDF? Non, mais c'est un ensemble de mesures qu'on a renouvelées pour la plupart là, dans le dernier budget qu'on a présenté dans les derniers jours. Donc, on a renouvelé un 30 millions de dollars sur 5 ans pour pouvoir continuer d'aider les médias. Donc, il y a ça de notre côté. Du côté du fédéral, je ne veux pas leur mettre des mots dans la bouche. Là. Est-ce qu'ils ont un plan, pas de plan? Je ne sais pas s'ils utilisent ce mot-là, mais ils ont des mesures. Là. Puis dans la dernière mise à jour économique, ils ont un budget aussi qui s'en vient. Mais dans la dernière mise à jour, ils ont bonifié leur crédit d'impôt pour soutenir les médias. Oui, exact. Puis, c'est quoi ça va être quoi finalement est-ce que c'est calculé même? Ça va être quoi la part du Québec dans les redevances de Google? Est-ce qu'on le sait à l'heure actuelle? Ben, il y a actuellement des discussions, c'est complexe comme calcul là, des discussions qu'on a eues avec le gouvernement fédéral, c'est-à-dire il n'y aura pas de part québécoise en tant que telle. On pourra faire l'addition de tous les revenus qui seront versés aux médias québécois, oui, puis on pourra dire voici la part québécoise, mais c'est pas une enveloppe qui va arriver au Québec. Il n'y a pas une somme réservée, protégée pour un volume francophone, par exemple. Non, parce qu'il doit y avoir des ententes. Donc, on dirait en anglais du B2B. Là. C'est vraiment le média et Google qui vont signer ces ententes-là. Comment puis écoute, ça c'est vraiment une interrogation que j'ai parce que je l'avais, cette préoccupation-là, quand je les écoutais. Imaginez la façon dont ils allaient redistribuer les rétributions, les redevances, excuse-moi. Puis je me disais, comment que les petits qui n'ont pas cette capacité-là de parler à Google, tu sais, je veux dire, t'as un petit l'écho de Saint-François, là. Comment il va faire, lui, là-dedans? Il va pas aller négocier avec Google. Il n'y aura personne chez Google pour écouter l'écho de Saint-François. Y a-t-il un rassemblement? Y a-t-il une façon qu'on pourrait justement, que les médias régionaux, que les petits médias pourraient avoir une meilleure voix lorsque va venir le temps de négocier ces ententes-là? C'est une bonne question. Puis je vous dirais que des questions comme ça, il y en a beaucoup quand même. Puis les discussions, pour ma part, avec le gouvernement fédéral, ne sont pas terminées, là, parce que justement, il y a plusieurs questions qu'on souhaite discuter avec Pascal Saint-Onge. Puis ça en est une, par exemple, quelle est la part peut-être des plus petits médias? Je n'ai pas la réponse à ça, ça relève du fédéral. Maintenant, les autres questions que j'ai, c'est à la fin, est-ce que ce sera avantageux, cette entente-là, pour le Québec? Là, je ne parle pas pour le Canada, mais je parle pour le Québec. Est-ce que ce sera avantageux? Parce qu'il y a des médias qui avaient déjà aussi
des ententes avec Google, par exemple. Et on ne connaît pas la somme de toutes ces ententes-là qui existaient déjà. Est-ce que c'était plus ou moins que 100 millions avant? Au Canada, puis la part du Québec là-dedans, est-ce que là, on va avoir une bonification ou ça va représenter un recul? C'est difficile parce qu'on n'a pas la mesure de départ. On ne sait pas, ces ententes-là étaient privées entre les médias et Google, donc c'était pas public. Toi, t'avais une préoccupation à savoir est-ce que Radio-Canada devait pouvoir avoir accès à ces sommes-là. Selon toi, ce que je lisais encore une fois, c'est tes écrits qui viennent te hanter à rebours. Non, moi, je les assume. C'est bien parfait. Mais je voyais que toi, tu étais plutôt contre qu'il y ait de cet argent-là qui se retrouve chez Radio-Canada. Puis finalement, on a appris qu'il allait en avoir. Exact. C'est quoi ta réaction? En même temps, je commence en disant, parce que je me le suis fait reprocher, je me suis fait dire, vous êtes contre Radio-Canada puisque vous avez cette position-là. Moi, je suis un ancien de Radio-Canada. Je pense qu'on a besoin de Radio-Canada dans le paysage et c'est pour ça qu'on leur offre à chaque année des crédits parlementaires. Pas pire enveloppe, comme contribuable, on paie une partie de la facture. En fait, on paie la facture complète. Là. Donc, en fait, une partie parce qu'il y a des revenus qui sont générés par la publicité, justement. Donc, je dis ça. En partant, on aime Radio-Canada quand même, mais maintenant, il faut quand même regarder la situation en face. On a des médias privés qui crèvent de faim. On a TVA, prenez TVA par exemple, qui est obligé de vendre son siège social au centre-ville, aller dans l'ancien immeuble du journal, de Montréal, qui fait des mises à pied. Il n'y aura plus de chef d'antenne dans les régions. Tu sais, moi, j'en étais un chef d'antenne dans ma région, là. Puis je sais à quel point les gens s'identifient à leur bulletin de nouvelles locales. Puis ces chefs d'antenne-là, c'est des... J'ai envie de dire, c'est des personnalités locales. C'est des pôles. Oui, puis qui vont soutenir des causes, les équipes de journalistes sur le terrain. Donc, tout ça, on est en train de perdre ça parce que la tarte publicitaire est rapetisse. Et là, il y a Radio-Canada qui l'occupe aussi. Puis notamment avec ce nouveau 100 millions avec Google, moi, je pense que ça aurait dû être réservé aux médias privés qui ne partent pas avec une longueur d'avance. Eux, en début d'année, ils n'ont pas de subvention du gouvernement. Tu as adressé à travers ça un point qui... Puis là, je suis pas encore revenu dans le plan. Dans mon plan, puis c'est pas si grave. On parlera des recommandations du plan du rapport du comité tantôt. On y reviendra. Mais c'est normalement sensible, là, le milieu du journalisme. À chaque fois, on dirait qu'on n'est jamais les bienvenus quand on cherche, mettons, à contribuer, à solutionner certains éléments ou qu'on émet une préoccupation ou qu'on a des fois une petite critique ou on aimerait simplement avoir voix au chapitre, participer à la discussion. Les réactions sont épidermiques. Vous êtes contre les journalistes. Vous êtes contre, c'est pas vous, toi. Là. Comme moi, ça m'est arrivé aussi de me faire interpeller de cette façon-là. Êtes-vous anti-journalisme? Là, puis là, c'est pas long. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on pourrait? Je me dis des fois, est-ce qu'on est les bienvenus à avoir une discussion avec le monde des journalistes pour solutionner les choses ou c'est quelque chose que l'on doit leur laisser et ils sont les seuls à pouvoir régler? C'est délicat. Est-ce qu'on est bienvenu? Je pense que la réponse, c'est non. C'est sûr qu'on est à peu près toujours attendu avec une brique puis un fanal. Puis, je sais pas. Moi-même, j'ai été dans une salle de nouvelles, puis avec le recul, je pense que puis je faisais partie du problème à ce moment-là. Là. Puis à un moment donné, du problème, c'est-à-dire de cette capacité d'autocritique qui est plutôt mince, je veux dire. Parce que les médias, on en a besoin des médias, c'est sûr. Là. S'il n'y a pas de médias, on est mieux avec que sans médias. Ça, c'est sûr. Parce qu'on dit, c'est pas que les médias sont un problème. Ce qu'on dit, c'est que c'est un manque d'ouverture et d'autocritique semble et c'est délétère. Et je pense que c'est foncièrement délétère parce que on a besoin de remettre en question certaines façons de faire des médias. On a besoin d'avoir la légitimité puis l'espace pour discuter du travail des médias parce que sinon, les médias qui sont le contre-pouvoir de la politique, et c'est très bien comme ça, quel est leur contre-pouvoir? Puis qui peut leur dire quand le travail est plus ou moins bien fait? Parce que ça arrive qu'il est mal fait. Bon, plusieurs journalistes vont dire il y a le conseil de presse pour ça.
effectivement, c'est pour ça que je viens de bonifier son financement. On vient de lui octroyer 250 000 $ de plus par année pour qu'il soit capable de faire son travail correctement. Mais il reste que c'est un tribunal d'honneur, mais tout ne se règle pas devant les tribunaux, même les tribunaux d'honneur. Il faut avoir dans l'espace public des zones où on peut... Mais c'est très délicat. À chaque fois, je suis allé au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes, puis je marchais dans cet océan d'orteils, puis je le disais très franchement, dans mon allocution qui était écrite, je disais, je sais que ce que je vais vous dire, c'est délicat, mais je vous le dis quand même. Moi-même sur des œufs, j'ai amené le sujet. C'est ça. Mon Dieu, là, je m'attends. Je leur ai dit, je vous en parle quand même, parce que si moi, je ne peux pas vous en parler, qui d'autre va vous en parler? Donc, oui, continuons de soutenir les médias, c'est sûr. Puis, dans le dernier budget, je vous ai dit 30 millions sur les 5 prochaines années, puis on va continuer de les soutenir de d'autres façons aussi. Mais en même temps, il faut se poser des questions sur les façons de faire. Pourquoi est-ce qu'il y a 60%, 6 jeunes de 18 à 35 ans sur 10 qui croient que l'information qui leur est présentée par les journalistes, elle est manipulée puis qu'elle n'est pas véridique? 60% des jeunes! C'est épouvantable. Ça, c'est la relève, là. C'est les gens qui consomment de plus en plus nos médias. Je pense qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Puis poser des questions sur le journalisme, remettre en question, pas les attaquer dans leur fondement puis dans leur raison d'être, mais dans leur façon de faire, de les critiquer, je pense que c'est simple. Puis c'est pas une attaque contre la démocratie. Le contraire, quand nous, au nombre de chroniqueurs qui disent qu'on fait mal notre travail, est-ce que comme politicien, peu importe le parti, est-ce que c'est une attaque contre la démocratie? Non. C'est une discussion saine. Ben, je pense que l'inverse peut être vrai aussi. C'est drôle parce qu'il y a 2-3 points qui m'interpellent. Premièrement, un pouvoir qui se met à l'abri de la critique. Ça finit rarement bien. Hein? Bon, merci de compléter le point. L'autre chose, c'est que j'ai eu une entrevue, juste l'épisode avant celui-ci, c'était avec Enrico Ciccone qui me disait, moi j'ai été avec les journalistes sportifs. Puis j'ai été dans la chambre, puis je les trouvais durs. Il dit en politique, ça n'a juste aucun bon sens. Il dit ça n'a rien à voir. Il dit la comparaison, c'est très masochiste, les politiciens. Les mêlées de presse à l'Assemblée nationale, je vous dirais, moi, ça m'a beaucoup surpris, là. C'est le niveau d'intensité, j'allais dire d'agressivité, mais je vais dire d'intensité parce que je ne veux pas être négatif. C'est assez élevé. Puis les gens voient rarement toute la mêlée de presse. Hein. Ils voient juste nos réponses. Mais je vous dirais qu'on a rarement la chance de finir notre phrase, puis le ton monte. Puis je veux dire, bon, c'est comme ça depuis un peu toujours, là, je pense. Mais je sais pas si c'est très sportif. Ben, moi, c'est une des raisons qui fait que je trouve que ça fait du bien. Les nouveaux médias, les médias plus souples, qui nous donnent du temps, comme les balados. Puis moi, là, je veux dire, je suis pas un journaliste, je suis pas dans la fédération, puis j'en conviens. Puis, même je parle souvent de mes propres allégeances, puis j'interpelle même mes invités, puis je me permets même d'argumenter avec eux sur différents sujets. C'est complémentaire. C'est ça, c'est un écosystème. On est ailleurs, là, c'est autre chose. Mais des fois, je me demande si cet espace-là est bienvenu. Si le type de produit, par exemple, que toi tu offres ou l'espace qui est autre que le journalisme traditionnel? Oui, les deux, ça. Ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il est bienvenu. Moi, j'ai tendance à croire que oui, dans le sens où c'est inévitable. Les audiences nous le démontrent. C'est ça, exact. J'ai aucune inquiétude là-dessus. C'est ça. Peut-être qu'il y a encore un peu de nostalgie de la vieille époque où il y avait seulement les médias imprimés là, qui avaient le monopole de l'information. Mais là, je voudrais bien empêcher le soleil de se lever demain matin, mais ça n'arrivera pas. Ben, c'est un peu la même chose pour la transformation des médias. Donc, bienvenue ou pas, je pense que ça va arriver. Donc, il faut l'accepter. Puis, à un moment donné, ça devient complémentaire à ce qu'on a comme journalisme plus traditionnel. Mais il faut que le journalisme traditionnel se remette en question, parce que je reviens à ça, quand tu as 60% de ta relève, là, si on pense en homme d'affaires, c'est le marché que tu es en train de développer là, pour survivre comme entreprise, parce qu'il reste que ce sont des entreprises. 18-35 ans, tu en as 60% qui n'ont pas confiance en toi. Mais il faut que tu changes quelque chose. Aucun lien. Hein? Ben, c'est, aucun lien avec le journalisme. Je pense qu'il faut que les médias soient capables de se poser la question. Puis ce que je leur disais aussi, c'est, je vous le dis parce que moi, j'y crois au rôle des médias. Mais les médias deviennent tellement impopulaires à un certain moment qu'il y aura un jour
et si ça continue de chuter, il y aura un jour un gouvernement qui va arriver à Québec qui va dire, savez-vous quoi, moi, c'est plus intéressant pour moi, puis c'est plus populaire auprès de mon électorat de couper tout le financement aux médias. Je vais gagner des votes. Si je vous finance, je vais en perdre. Fait que savez-vous quoi? On vire à droite, on donne plus une scène aux médias, puis les gens vont applaudir. Je souhaite pas que ça arrive. Je souhaite pas. Ça serait terrible. Mais donc, il faut travailler pour que si ça arrive un jour, il y a des gens qui disent, un instant, nous, on a confiance en nos médias, puis on n'acceptera pas ça. Mais si on est à 80% à ce moment-là de gens qui ont plus confiance, ben ça va se passer dans l'indifférence. Fait que c'est là que je dis, tu sais, ayons cette discussion-là. Sereinement, là. Moi, je pense qu'il faut l'avoir, puis c'est pas une attaque contre la démocratie. Au contraire. Non, puis écoute, j'aime beaucoup ton appel, le dernier appel que tu viens de nous faire. Ayons là la discussion, puis regarde, si on n'est pas les bienvenus, on ne sera pas là, mais au moins, il faut que cette discussion-là ait lieu. Tu sais, puis ça m'amène vers un autre sujet, puis on s'éloigne de plus en plus, puis là, je vois qu'on a déjà 35 minutes de fête, imagine-toi. Puis, fait qu'au pire, on aura d'autres occasions, mais... Tu me réinviteras. Oui, c'est ça. Mais là, ça n'a juste pas de bon sens. J'imagine que tu n'as pas juste ça à faire. Venir faire des balados dans mon sous-sol. Ben, tu n'es pas loin de l'Assemblée nationale. Au moins. En fait, c'est ce qui m'aide beaucoup. Hein. C'est ce qui fait que j'ai réussi à avoir des invités de l'Assemblée nationale comme ça. C'est le fun. Mais je ramène ça au financement. Puis t'as raison, c'est super important de nos médias, faut faire quelque chose, faut s'assurer qu'ils survivent. C'est directement lié avec la survie de notre culture. Mais puis là, on parle d'une grande discussion, on parle que ça serait important que puis moi, ça, qui est autour de la table de cette discussion-là, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'ai l'impression, puis j'entends toutes sortes de choses, je suis à travers, bon, je suis un petit peu je suis dans le milieu des communications, fait que tu sais, j'entends plusieurs, j'ai plusieurs inputs, puis je sais que il y a des gens du milieu qui discutent avec le ministère, puis que bon, ben, il y a des choses qui se préparent, qui s'organisent, puis tout ce beau monde-là, quand même, se roule les manches pour trouver des solutions, puis c'est superbe. Par contre, il y a un joueur qu'on voit rarement, c'est le monde de la publicité. On parle de financement, puis c'est comme si c'était toujours la responsabilité de l'État de financer, de sauver, tout bon. Oui, on réfléchit au modèle d'affaires, on voit que le Devoir a fait des choses intéressantes, puis ça donne puis même la presse qui l'autre fois se targuait d'engager, imagine, ils ont engagé une personne, puis ça faisait les nouvelles. Mais tant mieux, c'est quand même mieux ça que de mettre à pied 500 personnes. Bon. Ouais. Mais le monde de la publicité, on dirait qu'il n'est jamais interpellé. Moi, j'ai l'impression que notre publicité, elle n'est pas valorisée à son juste prix. On a embarqué sur des barèmes qui nous viennent des géants américains, mettons, à 20$ du 1000 affichage. Puis là, excuse-moi, puis le pauvre monde, là, vont dire, hey, moi, merci, les sujets super précis. Donc, là, très quantitatif, c'est ce que tu veux dire? Oui, qui n'ont pas vraiment de sens pour des petits médias qui s'en sortiront jamais. Tu sais, je veux dire, à la belle sur Quévillon, tu n'auras pas là, du coup par 1000 à 20$, tu ne pourras pas survivre ton média avec ça. Tu sais. Fait que je vois qu'il y a un problème. Il y a un problème là, mais c'est un exemple. Puis je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus parce que c'est plus ou moins intéressant pour des gens. Tu sais, ça, c'est moi qui est geek puis ça m'intéresse beaucoup. Mais mon point est que qu'est-ce qu'il y en est de. Est-ce que l'industrie de la publicité devrait pas être partie prenante de cette recherche de solutions-là sur le financement des médias? Parce que c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai pas la prétention d'avoir la réponse parce que je trouve en fait que c'est une excellente question. C'est sûr que nous, on le voit d'un point de vue gouvernemental. Moi, je suis c'est ça. Aux commandes du ministère de la Culture et des Communications. Je dirais 3 leviers devant moi. J'ai un levier législatif réglementaire, les lois, les règlements. Bon, ça, c'est une chose. J'ai le levier financier, donc que ce soit des mesures dans le budget, des mesures fiscales, les crédits d'impôt. Bon, ça, c'est mon deuxième levier. Puis ensuite, j'ai le levier de la publicité aussi. Je pourrais l'inclure dans le financier, dans le budget, tout ça. Mais la publicité, je la vois surtout d'un point de vue gouvernemental. Puis là, je fais une toute petite parenthèse. C'est sûr qu'on se fait aussi beaucoup poser de questions sur la façon dont on dépense la publicité gouvernementale, entre autres dans les médias communautaires ou dans les nouveaux médias. Ça, je suis en train de regarder ça. Mais là, est-ce que le monde de la publicité privée, là, tu sais, il y a des initiatives. Ouais, pourrait jouer un plus grand rôle? Très bonne question.
Je me demande toujours comment on pourrait se libérer. Puis en fait, si je n'aurais servi qu'à lancer cette question-là, ça serait déjà suffisant. Mais est-ce que le monde de la publicité que tu connais bien, lui, veut participer à cette discussion-là? Parce que c'est pas un milieu qui m'a approché. Là. Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'il c'est comme dans tous les milieux. Là, il va y avoir un protectionnisme. Là. Il y a des gens qui vont vouloir défendre un certain modèle d'affaires dans lequel ils sont confortables. Parce qu'en ce moment, c'est l'impression que ça me donne. Quand je regarde les médias, et puis là, je suis pas en train de me faire des amis, OK? Mais quand je regarde les médias... Moi, je te laisse aller. Ben, je t'ai assez laissé aller tantôt. Ça. on fait que ça, se mettre dans le trouble. Quand tu regardes les médias qui brûlent la chandelle par les deux bouts, qui font tout pour essayer de survivre, puis que tu vois les entreprises de vente de produits publicitaires qui, eux, vont excessivement bien, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être il y a une grande fuite des revenus vers les plateformes. Là. C'est quoi, 80% à peu près de ça, de ce côté-là, on sait qu'il y a des initiatives qui sont faites là, sur l'achat local, sur l'achat de publicité locale. Mais je me dis que même à ce niveau-là, ça me fait rire parce que quand tu as eu cette discussion-là publique avec des représentants de la presse qui disaient, quand tu disais justement, il y a peut-être des choses à corriger au point de vue journalistique, il faudrait accepter un peu de se remettre en question. Les gens, je voyais des articles là, où les gens brandissaient, encore une fois, se drapaient dans la liberté de presse, puis tout ça. Puis ils disaient le journaliste ne s'est jamais mieux porté, puis là, ils sortaient plein de chiffres. Mais là, si ça se porte si bien, puis qu'il y a autant de performances au point de vue du lectorat, pourquoi les revenus ne suivent pas? Ben, c'est peut-être parce que la publicité n'est pas vendue au prix qu'elle devrait l'être. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a comme deux enjeux. Les médias m'ont accusé de les avoir mêlés. Là. Il y a effectivement l'enjeu de la baisse de confiance envers les médias, puis il y a la crise économique que vivent les médias qui est, selon moi, pas due à la crise de confiance, mais qui est due à la fuite de l'assiette publicitaire, là, en grande partie vers à 80% de mémoire là, vers les médias qui sont les nouveaux médias, comme de moins en moins nouveaux, là, mais comme Facebook, Google, etc. Qui sont contrôlés par des entreprises. Exact. Donc ça, c'est sûr qu'on a beaucoup d'hypothèses, de scénarios qu'on regarde, puis je vous dirais que c'est pas simple. Puis il y a aussi les pays industrialisés un peu partout dans le monde là, qui regardent qu'est-ce qui peut être fait pour taxer ces entreprises-là qui ne payent pas d'impôts chez nous, qui viennent faire beaucoup d'argent puis qui ne paient pas d'impôts. Donc, il y a un travail qui se fait actuellement, qui est mené par le fédéral, évidemment, mais que je suis aussi de proche. Puis, il y a d'autres éléments sur lesquels on pourrait peut-être agir, mais ça, je ne m'avancerai pas trop parce que c'est très hypothétique. Donc, je ne lancerai pas les ballons en ce moment, mais il y a peut-être des moyens d'être capable de rééquilibrer un peu la balance. On revient à l'aspect à la capacité de légiférer. Ben, légiférer, c'est une chose, mais il y a des leviers fiscaux qui existent. Il y a des... à un moment donné, on a eu le courage, par exemple, au Québec, puis ça, je lève mon chapeau à Carlos Letao qui l'a fait dans le gouvernement libéral, le dernier, celui de Philippe Couillard. Moi, je pense en culture, une bonne nouvelle, ça a été de dire, on va appliquer la taxe de vente à Netflix. Je sais pas pourquoi on a hésité tant que ça, mais en même temps, à ce moment-là, semble-t-il que ça prenait du courage pour le faire. Moi, je suis content qu'il l'ait fait. Donc ça, on n'a pas eu besoin de légiférer, par exemple, pour faire ça. Écoute, je suis en train d'essayer de revenir. Au plan d'entrevue. Il nous reste 5-6 minutes, mais je reviens à mon plan initial. On peut boucler la boucle, c'est ça? On revient. Écoute, en même temps, on a quoi? Ah, il y a un sujet quand même sur lequel je voulais t'entendre. Les espaces bleus, c'est ça? Oui. Écoute, tu lis dans tu vois-tu mes notes? Non, mais ça a été un gros sujet d'actualité. Ouais. Faut surtout que je dise à nos auditeurs que je l'avais dit. Puis en même temps, je comprends la question. Là. Je voulais te parler des espaces bleus, puis je suis content de ne pas l'avoir oublié parce que c'est quoi qui s'est passé? That's it. C'est ça ma question. Il s'est essentiellement passé ce que j'ai expliqué publiquement, là, puis il n'y a pas eu de cachette dans ce dossier-là, c'est-à-dire, je suis arrivé en poste comme ministre de la Culture et des Communications il y a 1 an et demi. Premier dossier, gros dossier dont je me saisis, là, où je dis, il y a des enjeux là, qui ne sont pas des petits enjeux. Ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher. À ce moment-là, on est en 2022 qui tire à sa fin. On est en octobre. J'ai été nommé à la mi-octobre 2022. Puis déjà, l'inflation là, commençait à se faire sentir. Fait que j'ai fait l'état de situation. Puis
On a reviré tous les scénarios dans tous les sens, puis au cours des mois qui passaient, les coûts continuaient d'augmenter. Tu sais, prenez Val-d'Or, par exemple. Pardon, Amos, en Abitibi, l'espace bleu là-bas, dernière enveloppe qu'on ouvre, on est 55% au-dessus. Dans le cas de Charlevoix, qui est plus près d'ici où on se trouve de Québec, on avait commencé avec un projet qui, pensions-nous, allait nous coûter 10 millions. On était rendu à 60 millions. Fait que, additionne-les. exact. C'est qu'à un moment donné, est-ce que ça vaut ça? Comme ministre, j'ai aussi une responsabilité, puis je pense que il faut aussi se demander puis se poser la question, à quel moment, comme gouvernement, est-ce qu'on décide de débrancher un projet en se disant « ça vaut pas ce prix-là ». On ne mettra pas cet argent-là. Électoralement parlant, on pourrait décider de ne pas vouloir affronter la critique. Dans le cas des espaces bleus, on aurait pu dire « regardez, là, on va le faire pareil ». On ne se fera pas accuser de reculer, puis là, on le fait, puis on paye ce que ça va coûter. Mais moi, je vous le dis, ça ne valait pas 60 millions. Ça ne valait pas 60 millions, le projet de Charlevoix. Oui, c'est ça, exact. Donc, moi, je pense qu'il faut tirer la plug. Ça ne vaut pas 60 millions. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Derrière ça? L'objectif des espaces bleus, c'était d'avoir un lieu dans chacune des régions du Québec, donc un espace, un lieu de diffusion qui était, on n'appelait pas ça un musée, mais dites-vous que c'est peut-être un musée plus technologique, là, plus avant-gardiste, avec beaucoup de un mini-musée de la civilisation. Quelque chose comme ça, où on allait mettre en célébrer scène, la culture. Oui, la culture non seulement régionale, mais la culture aussi québécoise. Qu'est-ce qui nous rend fiers? Les grands Québécois, les grandes Québécoises, les grands qui se sont illustrés, les grands citoyens de l'Outaouais. L'Outaouais qui s'est construit sur la Drave, par exemple, le long de la rivière. En bas de 60 millions. C'est parce que là, le but, c'était de faire construire des maisons consacrées à ça. Oui, et on le faisait dans des bâtiments patrimoniaux aussi. OK, ouais, c'est ça. Puis là, ça demandait aussi parfois des agrandissements, tout ça. Bref, s'il n'y avait pas eu cette explosion dans l'industrie de la construction des coûts, j'entends, moi, je pense qu'on aurait pu continuer. Mais là, je vous dis, ça devenait trop cher pour ce que c'était. Puis en gouvernement responsable, on s'est dit, il faut tirer la plug. En anglais, je devrais dire en français, mais ensuite, il faut réinvestir cet argent-là. Il faut réinvestir cet argent-là dans nos musées qui sont déjà existants. Mais à la base, c'était un bon projet. Je persiste et signe. Personne ne fera dire que c'était inutile. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je dis revenons-en à l'objectif. L'objectif reste encore important. Oui. Donc, comment ça a été redirigé? C'est quoi y a-t-il une solution sur la table parce que j'imagine que là, il y a des sommes qui ne seront pas investies, ils vont être disponibles encore pour tendre vers l'atteinte de ces objectifs-là? En partie, c'est sûr que les projets qui étaient déjà en cours, on les poursuit, ce sont surtout des projets de revitalisation de bâtiments patrimoniaux. Là. Donc, tu sais, il n'y a pas de... J'entendais l'opposition au lendemain de l'annonce dire que c'est un gaspillage d'argent. Je me disais, quelle ligne facile. En même temps, bon, je comprends, ça peut. L'aurais-tu utilisé si tu avais été probablement que j'aurais pu l'utiliser, mais tu sais, la vérité, c'est que c'est pas du gaspillage. Est-ce que vous trouvez que c'est du gaspillage rénover nos bâtiments patrimoniaux? Quand on ne fait pas l'opposition, nous critique. Bref, il n'y a pas eu de gaspillage, fait qu'on continue dans ces chantiers-là à faire la revitalisation des bâtiments en question. Mais après, l'argent qu'on va diriger dans les régions, va servir à des projets qui sont là. En Outaouais, on a un projet de musée régional, par exemple. Seule région du Québec qui n'en a pas. On va travailler. Puis à l'intérieur, oui, on va mettre en lumière ce qui nous rend fiers de venir de la région d'Outaouais. Il n'y aura peut-être pas la portion nationale, mais il y aura cette portion régionale. Puis cette portion-là, cette offre-là, elle est présente dans bien des institutions dans nos régions. 47 minutes qu'on... Ça passe vite? J'ai regardé mon truc 2 fois. Là, depuis tantôt, j'arrête pas de penser à comment je vais me faire tomber dessus par mes collègues du milieu de la publicité. Oui, c'est ça. Hein? Ils vont dire que c'est que t'es allé dire. Là. Moi, les journalistes ne seront pas contents, mais en même temps, je les aime quand même. J'ai plein d'amis journalistes. En fait, là, si je peux quand t'es rendu que tu te justifies à ton propre balado, tu fais dur en tabarnouche. Je veux juste préciser que mon point, c'est que je pense que c'est un joueur important qui devrait aussi être de la discussion. C'est un bon point. L'État, les médias, le milieu et le milieu de la publicité, parce que c'est une des roues qui contribue à tout ça. Donc voilà, j'ai pu contribuer à ça une fois dans ma vie. Puis le milieu du balado, pour la suite des choses, je vous l'ai déjà dit, mais moi je pense qu'il est important. Fait que je termine en parlant un peu du milieu du balado, juste en disant... On aura l'occasion d'en parler bientôt. Oui, tout à fait, c'est ça, à Aylmer, puis en Outaouais, mais on entame cette grande réflexion, là, on va mettre sur pied notre chantier sur l'avenir de l'audiovisuel.
au Québec, la façon dont on finance l'audiovisuel. Je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il faut revoir ça de fond en comble. Puis assurément que les baladistes en feront partie, là, toute l'industrie du balado. Si je peux me permettre, les créateurs de contenu numérique. Oui, ben c'est ça, plus largement, tu as raison. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est normal qu'on ait si peu de soutien, par exemple, qui vient de la SODEC pour ce nouveau média, alors qu'on parlait de Gatineau, la salle Odyssée de la Maison de la Culture, là-bas, Steve, le DG, me disait, moi, là, parmi les shows les plus populaires que j'ai, là, c'est Sexe oral qui vient... sur la scène, enregistrer ça devant public, ça se vend. C'est fou, hein? Les gens sont prêts à payer pour assister à l'enregistrement. Ben, comment ça, on ne soutient pas ce type de médias-là, alors qu'on le fait avec beaucoup d'autres qui sont hérités d'une autre époque, qui sont importants aussi, mais il faut revoir la façon dont on finance l'industrie. Puis ça contribue à l'atteinte des objectifs, de toutes sortes d'objectifs qu'on a parlé aujourd'hui. Ouais. Le français, notre culture, notre humour, nos références. On veut qu'ils nous écoutent, nous, en français, même si des fois, on se dit, c'est pas du grand contenu... Ben d'accord, mais on finance plein de contenus qui sont plus légers, là, entre autres en littérature, entre autres dans d'autres industries. La télé versus le cinéma. Ben oui, tout à fait. Puis il faut financer ces contenus-là si on veut que les gens écoutent du stock qui vient chez nous, puis pas du matériel qui vient des États-Unis. On l'a vécu. T'as parlé tantôt de... Puis je vais terminer après, là. Je vous garde pas, je regarde ton attaché qui a l'air de... Je le sens. Non, on est correct. Elle n'a même pas besoin de me faire un signe. Je le sens là, que le temps est compté. Puis de toute façon, moi aussi. Mais c'est que tu as parlé tantôt de la Corée du Sud. Oui. Moi, j'ajoute à ça la France qui a financé ses YouTubers. Puis, tu sais, je t'en avais parlé la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, c'est ça. Bon, ça paraît quand on voit ce que les enfants écoutent ici au Québec. Tous ceux qui ont des enfants qui nous écoutent comprennent. Exactement. C'est exactement ce qu'on s'était dit la dernière fois. Ça. Fait que ça, pour te dire qu'on en a des exemples où l'investissement dans la culture numérique donne des résultats positifs. Oui, tout à fait. Puis tu as raison de me rappeler à l'ordre parce que j'ai nommé instinctivement l'industrie du balado parce que là, bon, on est dans un balado, mais plus largement que ça, effectivement, les créateurs de contenu, j'aimerais ça qu'il y en ait davantage sur YouTube. Oui, c'est très léger, là. Il y en a beaucoup, c'est juste qu'il y a pas de modèle d'affaires. On s'entend, mais moi, je préférerais de loin que mes enfants écoutent du contenu qui est fait ici au Québec avec notre accent, notre vocabulaire, avec des mots, des références québécoises dans nos paysages, avec nos vedettes québécoises, des nouvelles vedettes québécoises, des nouvelles vedettes pour les jeunes, plutôt que d'encourager des vedettes. C'est correct, on en consomme du matériel d'ailleurs, mais quand nos enfants... parlent avec un accent un peu plus français, puis ont des références françaises de France, là, j'entends, parce qu'ils écoutent que ce contenu-là. Squeezie et compagnie. C'est ça, donc je pense qu'il faut encourager ça. Écoute, on va terminer là-dessus. Je te remercie d'être passé dans mon sous-sol comme ça puis on va se revoir encore en plus pour une entrevue. Le 26 avril à Aylmer, chez nous, festival de la radio numérique. Donc, il va y avoir une entrevue devant public. Hein. Tu t'en faisais référence tantôt que c'était un mode qui était de plus en plus populaire. Donc, c'est la prochaine fois qu'on va pouvoir parler de ça. Puis c'est de ça qu'effectivement que je te l'annonce, on va poursuivre cette discussion-là en parlant des créateurs numériques puis de voir de quelle façon on pourrait souffler sur ce feu-là ou cette braise-là, justement, pour qu'elle s'enflamme. Ben, c'est dans déjà quelques semaines, donc peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais déjà fait une annonce ou peut-être que je serai plus près d'une annonce puis que je pourrais vous en parler davantage. Bon, ben c'est cool. Merci encore une fois, Mathieu Lacombe, d'être venu nous voir. Toujours un plaisir. Merci aussi à vous qui êtes à l'écoute pour ces différentes entrevues-là. Vous le savez, on en a une panoplie. C'est disponible sur YouTube, sur Facebook, sur des plateformes américaines, des plateformes étrangères, mais on est aussi sur Cube. On est sur Cube, on est distribué autant à l'audio sur Cube que sur Cube Télé. Vous pouvez écouter Les Engagés publics les samedis et les dimanches sur Cube Télé. J'ai oublié les numéros là parce que personnellement, j'écoute pas la télé, mais ça existe, sachez-le. Donc, les samedis à 8h à Cube Télé, c'est en rediffusion au courant de la journée. Et le dimanche à 15h aussi, vous avez Les Engagés publics sur Cube
Cube Télé. Donc, venez, soyez au rendez-vous pour les entrevues et les épisodes réguliers qu'on fait. Sinon, vous avez une centaine, je pense qu'il y a 106, je voyais ça tantôt, 106 entrevues sur nos différents comptes, que ce soit SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast et compagnie, que vous pouvez écouter maintenant, faire du rattrapage sur 106 entrevues et au-dessus de 280 épisodes réguliers, mais qui sont plus reliés à l'actualité. Fait que peut-être des fois, vous allez trouver ça moins intéressant. Merci. Allez nous donner des 5 étoiles sur Apple Podcast. Allez vous abonner sur YouTube. En attendant, c'est Denis Martel qui est au micro. Puis, je vous remercie d'avoir été présent.